Il y a tout juste un an, je vous proposais une vidéo qui vous expliquait les différences entre psychiatre, psychologue et psychanalyste. Et aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi en 2020, il serait judicieux d'aller voir un psy, qu'il faudrait commencer à dédiaboliser la visite chez un psy, qu'il n'y a pas besoin d'aller mal pour avoir envie d'aller mieux, et que ça pourrait vraiment vous changer la vie au même titre que ça a changé la mienne. Vincent Mellet pour répondre de manière claire et pratique aux questions qu'on peut se poser sur la kinésithérapie, l'ostéopathie ou la santé en général. Aujourd'hui, je voudrais vous donner les 5 raisons pour lesquelles aller voir un psy, ça pourrait vous changer la vie. La première chose, c'est que ça pourrait vous aider à gérer vos émotions. Évidemment, quand je dis ça à un patient, la réponse est souvent la même. La réponse est une résistance me disant « mais je les gère très bien mes émotions ». Comme j'expliquais récemment sur Instagram en ce qui concerne la colère ou l'énervement, la clé, c'est d'apprendre à gérer son émotion de manière non pas à la refouler, mais à mieux la comprendre. Quand on comprend ses émotions, quand on comprend d'où vient le fait d'être submergé par l'énervement, submergé par la joie, submergé par la colère, submergé par les larmes, quand on a tendance à réagir par rapport à ses émotions, paf, une émotion arrive, paf, une réaction. C'est direct. Ça a tendance souvent à créer des incompréhensions et ça a tendance à empêcher d'avoir quelque chose de constructif. Par quelque chose de constructif, j'entends être capable de ne pas être en réaction vis-à-vis d'une émotion, mais d'aller construire un échange, construire une relation. Ce n'est pas nécessairement avec autrui, mais ça peut être aussi avec soi-même. C'est-à-dire que si un événement m'arrive et que je suis dans la réaction à cause de l'émotion que ça me procure, par rapport au rebond que ça fait dans ma tête, je ne vais pas construire grand-chose. En revanche, si ça me fait un rebond et qu'il y a une petite étape d'analyse qui me permet d'avoir une petite étape de raisonnement tout en gardant toujours l'émotion, alors je vais avoir quelque chose de constructif vis-à-vis de l'événement qui m'arrive ou vis-à-vis de la personne qui me procure cette émotion. Et j'espère que vous me suivez. Donc évidemment, faire ça tout seul, c'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué d'être neutre vis-à-vis de soi-même, de se comprendre soi-même, de pouvoir analyser soi-même. C'est les gens qui me disent « je fais un très gros travail sur moi ». Et comment vous avez fait ce travail sur vous ? J'ai beaucoup réfléchi. C'est pas suffisant. Je suis désolé. Déjà parce que ça fait un cercle vicieux, c'est un circuit fermé. Il n'y a pas l'intervention de quelqu'un de neutre qui va vous aider à mieux réfléchir. Je ne dis pas que les gens ne réfléchissent pas bien. Je dis que si c'est un cercle fermé, il y a besoin de quelqu'un de neutre pour détricoter tout ça. En parlant de tricoter, je vais retirer mon pull, parce que j'ai quand même très chaud. Le deuxième point, c'est apprendre l'empathie. L'empathie, c'est un mécanisme qui n'est pas se mettre à la place de l'autre. L'empathie, ce n'est pas un mécanisme qui permet de pleurer avec l'autre ou de rigoler avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. L'empathie, c'est comprendre quels sont les processus qui se passent dans la tête de l'autre. Et forcément, c'est un petit peu compliqué si soi-même, on n'est pas en phase avec soi-même. Parce que ça voudra dire qu'on va être parasité par ses propres émotions, par ses propres sensations, pour pouvoir comprendre l'autre. La phrase la plus classique, c'est « mais pourquoi tu t'énerves ?» Ou alors « mais il faut pas que ça te bouleverse de cette manière. » What? Quand vous dites à quelqu'un qu'il faut pas qu'il s'énerve, quand vous dites à quelqu'un qu'il ne faut pas être bouleversé de telle ou telle manière, vous le faites par rapport à vos émotions, vous le faites par rapport à vos mécanismes. Et dès ce moment-là, ça veut dire que vous ne faites pas preuve d'empathie. Même si vous dites à quelqu'un « oh mon pauvre, oh ma pauvre, j'aimerais pas être à ta place » ou « je comprends ce que tu vis, faut pas que ça te bouleverse de cette manière », faux, nul, redoublement. Ce n'est pas ça l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre, c'est tout. Ce qui va suivre dans cette compréhension, c'est autre chose. On est dans un autre processus. L'empathie, c'est écouter, comprendre, analyser ce que l'autre vit, en étant le plus neutre possible. Et ça, malheureusement, encore une fois, c'est pas quelque chose qui s'apprend tout seul. C'est seulement si vous vous comprenez vous, que vous allez comprendre vos réactions par rapport aux autres, que vous allez comprendre comment les autres peuvent fonctionner dans des mécanismes qui sont complètement différents du vôtre. Et ça, la plupart du temps, c'est chez un psy que vous allez apprendre ça. Vous allez apprendre sur vous, et donc, vous allez apprendre sur comment vous avez vécu certains événements, comment vous vivez certains événements, comment vous anticipez les autres événements. Et encore une fois, les événements, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose, ça peut être vous par rapport à vous-même, bref. Donc l'idée, c'est d'apprendre sur soi pour être plus neutre, pour pouvoir comprendre l'autre. Et donc à ce moment-là, commencer à développer l'empathie. La troisième raison, c'est
apprendre à accepter son passé. Alors ça veut tout dire et rien dire, accepter son passé. À mes yeux, je pense que ça peut aider à assumer les événements. Et quand on dit assumer, ça veut dire bien les vivre. Même des événements affreux, même des événements traumatisants, le fait de bien les confronter à différentes émotions, pourrait permettre de mieux vivre le présent, avec les conséquences que le passé peut avoir, c'est-à-dire énormément de conséquences, et vivre plus sereinement l'avenir. Si je vous donne cet exemple, c'est que tous les jours au cabinet, il y a des patients qui, la plupart du temps, les consultations en kiné ou en ostéo, c'est pour des consultations de douleur. Mais si c'est une douleur chronique, il se passe quelque chose là-dedans. Et si il y a eu des traumatismes qui ont créé la douleur, il y a aussi quelque chose qui se passe là-dedans. Donc l'idée, c'est de comprendre que le passé, c'est le passé, le présent, c'est le présent, et l'avenir, c'est l'avenir. Que si on mélange tout ça, que si on mélange les événements passés avec l'anxiété actuelle et l'anticipation d'anxiété future, on mélange tout. Et ça se passe au niveau du cortex préfrontal. On va anticiper quelque chose qui pourrait se passer de mal par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé. Si on assume son passé, si on apprend à mieux connaître son passé, on vivra le jour présent comme il doit être vécu et on arrêtera ou on diminuera l'anticipation de l'avenir. Donc l'anticipation des traumatismes, l'anticipation des douleurs. Alors évidemment, il y a différents types de psychothérapie. Toutes les psychothérapies ne vont pas aller creuser dans le passé. N'empêche qu'on est aujourd'hui le résultat du passé. Les cicatrices que j'ai sur le corps, la boiterie que j'ai à cause de mes accidents, ça c'est à cause du passé. Aujourd'hui, si je le vis sereinement, c'est parce que j'ai appris à les analyser, à les comprendre, à mieux les vivre, à peut-être en rigoler même, et ne pas anticiper l'avenir de peur que ça se reproduise. Encore une fois, c'est une histoire de juste milieu. Si on oublie complètement le passé, on peut reproduire des erreurs. En revanche, si on y pense tout le temps, alors on crée de l'anxiété. La quatrième raison, c'est d'avoir la possibilité d'assainir son environnement. Et par environnement, je ne veux pas dire l'environnement dans lequel on vit, l'environnement l'environnement social, on va dire plutôt. L'environnement social qui est souvent quelque chose qui répond à des mécanismes qu'on a et qu'on n'a pas forcément analysés. C'est clairement ce qu'on a tamponné depuis quelques années, l'idée du pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est pas le bourreau et l'autre la victime. C'est deux personnes qui se sont rencontrées avec des failles qui collent ensemble. Si un des deux, que ce soit celui à qui on a tamponné le pervers narcissique ou celui à qui on a tamponné la notion de victime, s'il y en a un des deux qui fait un travail psychothérapeutique et qui apprend à comprendre pourquoi il en est là, pourquoi il a choisi telle ou telle personne, que ce soit un mari, une femme, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un boss, que ce soit un pote, peu importe. Deux personnes qui ont des atomes crochus, les atomes crochus, finalement, c'est des atomes qui se passent là-dedans. Ce n'est pas les astres qui sont en concordance et qui se retrouvent, et parce que Jupiter est aligné avec Pluton, c'est les étoiles qui nous ont fait nous rencontrer. En comprenant mieux ses propres mécanismes, on va comprendre pourquoi on s'entend bien avec telle personne, pourquoi telle personne, on continue de la fréquenter alors que quand on raisonne, cette personne nous fait du mal. Tout ça, ça va permettre, encore une fois, de mieux se comprendre, et c'est uniquement en parlant à quelqu'un de neutre qu'on va avoir un avis neutre. Avec cette neutralité thérapeutique, le thérapeute, donc le psychothérapeute, va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui, chez vous, est un atome crochu avec quelqu'un de votre environnement. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens n'ont pas le courage de le faire, c'est que ça bouleverse beaucoup de choses. Quand on est avec quelqu'un ou quand on fréquente quelqu'un et que la psychothérapie nous fait finalement nous séparer ou nous éloigner de cette personne, c'est quand même assez perturbant. Mais il ne faut pas oublier, vous pouvez aussi faire une psychothérapie qui, sans que vous en rendiez compte, vous rapproche de cette personne. Vous fait comprendre que ce que vous avez trouvé chez cette personne, chez votre pote, chez votre boss, chez votre petit ami, c'est quelque chose de positif et ça vous rapproche. Donc c'est pour ça que j'appelle ça assainir l'environnement. La dernière raison, c'est pour apprendre à devenir adulte. Alors la définition d'adulte, j'en ai une, donc je vais vous la donner. Pour moi, être adulte, c'est être indépendant. Indépendant sur 3 aspects. Indépendant d'un point de vue géographique, donc avoir sa propre maison, avoir son propre logement. Je ne parle pas d'acheter ou louer, je dis d'avoir son propre toit. Indépendant d'un point de vue financier, c'est malheureux mais c'est comme ça. Et la troisième chose, c'est indépendant d'un point de vue affectif. Et c'est là où ça va énormément jouer en psychothérapie, c'est de stimuler son ego, stimuler la valorisation de soi
grâce à soi, pas grâce aux autres, pas grâce à l'argent, pas grâce au pouvoir. Stimuler la valorisation de soi grâce à soi-même, grâce à ses propres ressources, souvent des ressources insoupçonnées. Donc évidemment, je parle beaucoup d'indépendance, je parle beaucoup de se nourrir soi-même, de cultiver son propre jardin. Ça peut faire penser que les autres sont inutiles. C'est pas du tout le cas. Je crois que c'est Serge Tisseron qui disait, je sais plus dans quel bouquin, qui disait il faut d'abord remplir son tonneau et les autres en profiteront quand il débordera. Et j'aime beaucoup cette phrase. Je vous attends sur Facebook, sur Instagram et évidemment sur YouTube. Si vous avez des commentaires, si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous.